Bien, bonjour à tous. Il est déjà 12h37. On a 5 minutes pratiquement à récupérer, près de 7 minutes. On vous salue. Merci d'être avec nous en Guadeloupe, en Martinique. En France, c'est jusqu'en Nouvelle-Calédonie quelquefois, même à Mayotte. Oui, on nous capte à Mayotte aussi, c'est vrai. Et donc, aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier, puisqu'on va recevoir dans un instant M. Benjamin Bell. Bonjour. Bonjour. C'est le nouveau patron de Canal+, Guadeloupe et Antilles et Caraïbes. Ensuite, Aurélie Martineau, bonjour. Bonjour. Et Jérôme Bévert, ils vont parler de l'économie circulaire. C'est très à l'ordre du jour en ce moment. David Montout, responsable de l'offre de services de retraite de la CGSS, devait être avec nous en direct, mais il est qu'à contact, donc il sera au téléphone. Isabelle Faye fera, comme chaque vendredi, la chronique C'est quoi cette affaire? On parlera de vaccination obligatoire et des réponses juridiques. Et à la fin, on terminera avec Jacques David là, et Isma Roguenet pour la chronique habituelle de l'eau en toute saucine. En actualité, après la nuit agitée pointoise, les réactions des commerçants, plusieurs vitrines, une fois de plus, ont été cassées, particulièrement, comme d'habitude, les magasins de téléphonie. Question qui se pose. Les magasins étaient-ils vraiment protégés par la police qui a été un petit peu légère hier soir, il faut le dire. La Boucan ce matin, hier c'était bloqué. Ce matin aussi, la situation était assez particulière. Ça se débloque un petit peu. La situation reste toujours très, très, très difficile en Guadeloupe depuis plus d'un mois et demi maintenant. Et puis, micro-trottoir, que penseriez-vous d'un retour à la vie normale, sans restriction? On peut rêver. C'est pas pour la Guadeloupe pour l'instant, c'est à l'étranger, en Angleterre déjà, mais peut-être pas encore ici. Et puis la conférence de presse de la police, puisque vous savez, un policier a été mis en examen suite aux dernières émeutes du mois de novembre. Ce matin, le commissariat a réagi. On aura le reportage de Maxime Morel. Et puis, il faut le dire aussi, hier, dans l'après-midi, en début de soirée, un jeune caméraman a été particulièrement malmené par les forces de l'ordre. Ça aussi, ça fait désordre. Voilà, merci encore d'être avec nous. Alors, on va commencer avec Canal+. J'ai envie de dire, monsieur Bell, que vous arrivez à un bon moment, c'est-à-dire vous arrivez à la tête de la chaîne, au moment où la chaîne propose autre chose. J'ai presque envie de dire, c'est une belle aventure. Ah, c'est une on belle vous l'a déjà fait, on vous l'a déjà fait. Effectivement. C'est une belle aventure, en fait, pour tous les talents, tous les producteurs, toutes les personnes, en fait, qui sont à l'œuvre pour produire tous les contenus que nous proposons sur Canal+ Outre-mer. Vous savez, ça a démarré depuis 20 ans, ça fait une vingtaine d'années qu'on accompagne les producteurs locaux. Et récemment, de plus en plus de gens venaient nous proposer des contenus et on s'est dit, ça vaudrait la peine peut-être de proposer une exposition plus large. Et quand on crée une nouvelle chaîne, en l'occurrence Canal+ Outre-mer, qui est une chaîne digitale, on se dit, est-ce qu'on a assez de contenu? Et là, il se trouve qu'on s'est dit, c'est le bon moment, on a du contenu, c'est la raison pour laquelle on a voulu la lancer. Alors, pour les gens qui vous regardent, puisqu'on vous voit même en France en ce moment, puisque nous sommes sur le net, mais nous sommes aussi sur le réseau, est-ce que cette chaîne portera vraiment des nouveautés pour les gens qui sont là-bas? Pas pour la Guadeloupe, parce que certaines émissions ont déjà été vues sur Canal Outre-mer qui fonctionnaient déjà, mais pour les gens qui sont là-bas. Tout à fait. L'objectif de Canal+ Outre-mer, c'est de donner une vision, une exposition beaucoup plus large pour les contenus qui sont produits dans les Outre-mer. Donc très concrètement, les contenus qui sont déjà disponibles ici seront visibles dans l'Hexagone, seront visibles également à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie. Et à l'inverse, tous les contenus qui ont été produits en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, seront visibles ici. Donc, ce qu'on souhaite, c'est donner une visibilité croisée à tous ces programmes pour pouvoir justement inspirer et puis pour pouvoir aussi communiquer sur toute la créativité locale qui est présente aujourd'hui. Oui. Quel public visez-vous ?
Le public est très généraliste. Quand on regarde les programmes qui sont proposés, ce sont des courts-métrages, des documentaires, on a également aussi des séries animées. Donc, c'est très large. Et dans les thématiques qui sont abordées, on a de la musique, donc on a de la fiction, on a du sport. Donc, c'est assez varié, en fait. Ce qu'on veut, c'est refléter ce qui se passe en Outre-mer, donner aussi une vision plus posée dans le temps de ce qui se passe en Outre-mer. Par la fiction aussi, c'est un moyen d'expression qui est très important. Et de pouvoir proposer à un large public différents types de contenus. Alors, une fois que vous aurez épuisé les stocks qui existaient depuis une vingtaine d'années, est-ce qu'il y aura aussi de la production ? Ah mais on fait déjà de la production et oui, ça ne je sais s'arrête qu'il y a de la jamais. production, mais est-ce qu'il y en aura encore davantage ? Il y en a encore davantage. Et justement, lorsqu'on fait ça, c'est de générer encore plus de créativité, encore plus de production et développer une filière. L'audiovisuel, en fait, alors parfois on l'oublie parce qu'on le voit à la télé, on se dit c'est du divertissement, mais c'est toute une économie, c'est tout un système. Et plus on va développer cette économie locale, plus on aura de contenu. Et ça commence déjà notamment par la formation. Et aujourd'hui, il y a déjà un lycée de formation professionnelle sur l'audiovisuel. On est partenaire de ce lycée. Et la formation, c'est aussi bien la formation académique que la formation qu'on peut apporter, par exemple, en transfert de compétences. Parfois, il peut arriver qu'en support sur des productions, on ait des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de métropole, qui viennent d'autres pays. Ce qui est important, c'est non seulement qu'ils contribuent à la production à laquelle ils viennent participer, mais surtout qu'ils partagent leurs compétences et qu'ils permettent aux personnes qui sont ici d'apprendre par un transfert, un échange de compétences. Alors, vous le savez sûrement, chaque année, depuis quelques temps, Canal plus Caraïbes, et qui est lié un petit peu avec la région, et le CNC propose à de jeunes réalisateurs de participer à des festivals de documentaires, entre autres, chaque année. Là aussi, il y aura une impulsion, boostage. Alors, complètement, il y a une grande impulsion. Alors, et lié un petit peu, mais non, c'est un grand partenariat. C'est très important pour nous, ce partenariat avec la région Guadeloupe sur le fonds de soutien. D'ailleurs, on aura les résultats des prochains lauréats très bientôt et on va lancer un nouvel appel à projet. Donc, j'en profite pour m'adresser à nos téléspectateurs. Si certaines ou certains d'entre vous veulent proposer un projet, c'est le moment. Les candidatures vont commencer dans quelques jours. Donc, c'est l'occasion de proposer des projets et ça ne s'arrête jamais. Donc, on veut régulièrement proposer des projets. Et ce partenariat avec la région est pour nous quelque chose d'important parce que ça nous aide également à avoir des contacts qu'on n'aurait peut-être pas eu par ailleurs. Et c'est vraiment un travail d'équipe, je pourrais dire, pour mettre en avant les talents de Guadeloupe. Je pose quand même la question, ce travail qu'on fait ici dans notre région Guadeloupe, particulièrement avec la région, je veux le dire, beaucoup grâce à cette dame qui est à côté de nous, Michel, qui s'est beaucoup investi, Michel Grandjean, dans ce travail. C'est vrai, j'ai assisté un petit peu à la montée en pression. Est-ce qu'en Afrique, c'est pareil ? Est-ce que cette impulsion est donnée aussi au cinéma africain en relation avec Canal qui est présent là-bas ? Vous y étiez d'ailleurs. Oui, vous êtes bien informé. Effectivement, moi j'étais en Afrique avant, je suis arrivé il y a 3 mois en fait ici. Oui, c'est exactement ce qu'on souhaite faire. Alors, moi je constate... On est beaucoup plus avancé. Le travail, quand je vois la qualité du travail qui est fait, moi aussi, ça me permet de découvrir un peu le nouveau territoire qui m'accueille. Donc, je regarde vraiment toutes les créations là, qui sont proposées. Et en Afrique, on le fait aussi. Ça prend plus de temps. Et justement, parce qu'on a un écosystème qui n'est pas aussi développé que le nôtre. Oui. Et d'où l'importance. Et quand je vois ça, je me dis c'est vraiment important qu'on développe cet écosystème en partant bien de la formation et ensuite des entreprises qui vont graviter autour de l'audiovisuel pour ensuite proposer des contenus sur nos antennes, mais sur tout type d'antenne, oui. Ou au cinéma aussi. Alors, peut-être faire attention à la réponse. Non, je vous dis ça pourquoi ? Parce que je sais que la production antillo-caribéenne est assez importante. Alors, je ne sais pas si en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, c'est la même chose. Alors, est-ce que la jauge va être respectée en termes de diffusion ? J'ai envie de vous poser la question par rapport à nos productions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis une vingtaine d'années. Et je ne sais pas du tout l'état de La Réunion ni de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment ce que les talents vont nous proposer, ce que les producteurs vont nous proposer. Aujourd'hui, quand on a des projets, généralement, ce sont les gens qui viennent nous voir et qui nous disent « j'ai un projet » et qu'on va accompagner. Donc, c'est ça qui va permettre de déterminer la quantité de programmes qui seront proposés. Il faut qu'il y ait une créativité locale pour pouvoir proposer des contenus. Aujourd'hui, c'est en termes de quantité, ça se répartit assez équitablement. En revanche, en termes de qualité, je vais être un peu chauvin. C'est vrai qu'on a des programmes de très bonne qualité. Par rapport au stock existant déjà, parce qu'il y a des choses, je sais pas, il y a des choses assez importantes qui ont été faites ici depuis quelques années
Et on a encore beaucoup de choses d'ailleurs en préparation dans les cartons. On a notamment, je pense, un documentaire là, qui va bientôt arriver, en partenariat avec la région, sur les médias, quatrième pouvoir, pour analyser justement la situation, particulièrement en Guadeloupe. On a énormément de choses qui sont en préparation et qui vont nous permettre justement de remplir cette case et cette chaîne. Oui. Et aujourd'hui, c'est ça, on a vu qu'il y avait énormément de contenu et cette créativité, on s'est dit, il ne faut pas la garder uniquement pour les territoires là où les programmes ont été produits, il faut élargir et on a bien sûr, c'est une chaîne digitale, c'est avec MyCanal, je crois qu'on pourra avoir accès quand on est en France, et ici, il y a un canal spécifique. Alors, c'est sur MyCanal aussi. C'est pareil, c'est sur MyCanal, donc sur téléphone ou sur tablette, et sur le décodeur. En l'occurrence, il faut avoir un décodeur qu'on appelle connecté. Par exemple, ici, c'est le décodeur 4K. Et à partir du 25, quand vous allez allumer le décodeur, vous allez voir une vignette qui va vous parler de Canal+ Outre-mer. Il suffira de cliquer sur cette vignette et vous aurez accès à l'ensemble des programmes proposés sur la zone Antilles-Guyane ainsi que sur les autres zones. Alors, est-ce que Canal Outre-mer devient un concurrent de ma chaîne Canal 10 ? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est très complémentaire et c'est important pour nous d'avoir des visions qui sont complémentaires, des types de programmes qui sont complémentaires. On est plutôt, nous, sur du documentaire, de la fiction, alors qu'ici, par exemple, là, nous sommes en direct. Oui. Donc, c'est pas du tout la même chose. Il n'y aura pas de direct. Pas de direct. Pas de direct. Ouais. Voilà. Pas d'infos non plus. Pas d'infos non plus. Pas de pub. Pas de pub. Pas de pub. Pas de pub. Bon, c'est noté ça. Hein. Non, enfin, je pose la question parce qu'une chaîne, elle a besoin d'être nourrie aussi financièrement. Tout à fait. C'est une chaîne qui est proposée à nos abonnés. Il y a un modèle économique quand même pour une chaîne. Et on propose cette chaîne. En fait, comment on finance aujourd'hui ces programmes ? C'est parce qu'on réinvestit dans les contenus. C'est très important. Pour un opérateur de télévision comme nous, c'est très important d'avoir des contenus. Et donc, comme toute entreprise, on investit pour innover. Et une grande part de nos investissements, c'est d'aller sur l'investissement des programmes et des programmes locaux. Parce que ça ne sert à rien d'être présent ici si c'est pour ne pas proposer des programmes locaux. Donc, on attache une grande importance à avoir cet ancrage local. Alors, l'autre problématique, j'ai un réalisateur ici, je crois que c'est le doyen des réalisateurs guadeloupéens, il s'appelle Christian Lara. Vous ne connaissez pas encore, mais sûrement vous allez le connaître. Tardera pas à le connaître d'ailleurs. Il y a le Black Monde Cinéma bientôt au Superstar, il sera là. Et il disait que le problème du cinéma guadeloupéen, c'est qu'on fait que des courts-métrages. Alors la question qui se pose, est-ce que Canal Outre-mer va peut-être un jour favoriser la création d'un premier long-métrage ? Est-ce que c'est dans les cartons, dans l'idée, etc. On a quelques longs métrages, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt des courts métrages. Après, il y a aussi une question de budget et une question de projets de plus grande ampleur qui doivent être également construits et fabriqués. Et c'est plus complexe à mettre en œuvre. Mais justement, l'idée, c'est de se dire, on se met en ordre de marche avec l'ensemble des sujets qu'on a actuellement, et puis petit à petit, ça peut permettre de mettre en œuvre des longs métrages. Et la diffusion d'un long métrage, c'est pas uniquement la télé, c'est aussi le cinéma. L'idée, c'est d'aller aujourd'hui sur d'autres supports. Ouais. Pour nous, l'important, c'est qu'il y ait des contenus, et ensuite, chaque contenu a sa propre vie. C'est pas le but n'est pas de faire uniquement des contenus qui soient pour Canal+ Outre-mer. Moi, vous savez, plus il y aura de contenu, plus il y aura un secteur de l'audiovisuel développé ici, sur nos territoires, plus on aura une richesse, une créativité, et plus derrière, on pourra en bénéficier, et puis plus le secteur et les talents auront une possibilité, une largesse d'expression qui sera positive pour tout le monde. Alors, vous savez, bon, quand on a su que je vous recevais, j'ai reçu bien sûr plein de questions, et les sportifs ont dit qu'il fallait poser la question sur le foot. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Ah, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Vous savez, hein, les droits sportifs, c'est quelque chose qui va très très vite. Oui, je sais. Je vous parlais tout à l'heure d'investissement. Et à un moment, quand les droits sont à un montant tellement élevé, on peut se poser la question de se dire, OK, on peut aller acheter des montants, des droits sportifs à un montant très élevé, mais ça veut dire derrière, on n'a plus de budget pour financer ce qu'on fait là. Canal+ Outre-mer. On n'a plus de budget pour aller coproduire des films ou pour aller coproduire d'autres programmes. Et c'est pas notre choix, c'est pas notre stratégie. Et donc, effectivement, le foot peut attirer énormément de monde, mais on se dit, il y a un prix à payer parce que derrière, on ne veut pas délaisser les autres contenus. Donc, ce sont des choix stratégiques.
C'est pas l'amour du foot. Oui, enfin, je pose la question. Ah non, il y a encore beaucoup de compétitions Il y a encore sportives, des choses, ne serait-ce sur nos antennes que sur c'est nos la Ligue antennes. 2, je sais, sur la Ligue intérieure, mais enfin, sur la Ligue 1, souvent, on est obligé d'aller sur Amazon Prime, etc. Les gens qui étaient abonnés à Canal pour le foot et le cinéma demeure, le foot... Ouais, c'est ce que je vous disais. Ensuite, Oui. il y a des choix stratégiques. Moi, aujourd'hui, je suis très fier de présenter Canal+ Outre-mer. Et si, à un moment, on avait surenchéri sur les programmes, je ne suis pas sûr que je pourrais être là aujourd'hui pour en parler avec vous. C'est clair. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Alors, le top départ, Top départ, 25, mardi. mardi. On a déjà une idée du programme de ce jour J. Alors, c'est une chaîne à la demande, donc en fait, chacun va pouvoir aller choisir le programme faire qui lui plaît. son marché. Exactement. Bien. Mais écoutez, monsieur Bell, on vous remercie d'être venu. Merci beaucoup Et puis, pour l'accueil. Comme vous n'êtes pas concurrent, donc on regardera. Avec plaisir. On est partenaires, merci beaucoup. Voilà, 12h52, on revient à l'actualité. Je vous l'ai dit, la nuit a été chaude à Pointe-à-Pitre hier soir. Des bandes de jeunes, comme chaque fois, il y a des manifestations du collectif, se sont répandues dans la ville et bien sûr, ont cassé un peu comme partout ça se fait maintenant, des magasins, particulièrement les magasins de téléphonie. Réaction des commerçants avec Michel Depape, on regarde. On parlait de chiffre d'affaires, quand vous êtes pillé, c'est zéro. Zéro le moment du pillage et par toute la poursuite de la réflexion de l'outil travail. Le chiffre d'affaires, vous le voyez, une pandémie qui dure depuis bientôt 2 ans, des saccages au mois de novembre, des saccages qui recommencent hier soir, ça fait un cumulé de trop et ça fait un résultat qui n'est pas bon pour l'avenir, quoi. Donc l'économie pointoise certainement et assurément va en prendre un coup. Et puis vu tout ce qui se passe en Guadeloupe, certainement l'économie guadeloupéenne. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer quasiment à une création de milices privées de façon à se faire protéger? Parce que se faire piller comme ça aussi facilement, de façon récurrente, ça pose énormément de questions pour l'avenir. Et donc, voilà, c'est encore des questions où on n'a pas trop de réponses satisfaisantes. On est en train de chercher des solutions, mais là, visiblement, c'est très compliqué. Je suis là en tournée pour, malgré une mobilité réduite par un accident domestique, je me suis quand même là pour exprimer ma compassion aux commerçants, aux acteurs économiques qui font la ville. Parce que si Pointe-à-Pitre est une ville dynamique comme elle est là, c'est parce que les commerces l'ont rendu comme ça. Donc la vie de Pointe-à-Pitre, c'est la vie commerciale, c'est la ville commerciale de la Guadeloupe. Donc quand on chasse les commerçants, on a tout à perdre, nous les Pointois. Donc les Pointois doivent dire stop. Et j'en suis à appeler les associations de Pointe-à-Pitre, les personnes actives, les forces vives de la ville. Mobilisez-vous pour dire non, stop. On doit faire entendre la voix de la paix et de la raison. Voilà, 12h54, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos 2 prochains invités. Je vais parler de Aurélie Martineau et Jérôme Bévert. À tout de suite. Voilà, on revient vers nos invités. On profite pour saluer Madame Faye, bonjour. Oui, bonjour Danick. Vous êtes de retour. Oui, je suis de retour. Merci. Et on va vous recevoir tout à l'heure, puisqu'on va, avec vous, on va parler des salariés qui ont été réintégrés. C'est la possibilité, enfin, on reviendra tout à l'heure sur cette affaire. Aurélie Martineau et Jérôme Bévert, vous êtes chef de projet en économie circulaire. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi l'économie circulaire? Oui, il y a des gens qui peuvent ne pas savoir. L'économie circulaire, c'est à l'opposition de l'économie linéaire, c'est-à-dire qu'on va on va produire un objet, on va l'acheter, le consommer, jeter. L'économie circulaire, l'objectif, c'est que le produit qui arrive à la fin de cette chaîne, on le réutilise et il revienne à nouveau dans la consommation. Ainsi, on peut le réutiliser plusieurs fois. Ouais. Est-ce que ça commence à fonctionner en Guadeloupe? Parce que j'ai vu qu'en France, maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui réutilisent, qui reprennent des anciennes machines à laver, qui reprennent des anciennes choses qu'on croyait effectivement en fin de vie et qui arrivent à les recycler. Est-ce que ça commence à se faire ici, Monsieur Bévert? Oui, ça se fait beaucoup, de plus en plus. Il y a de plus en plus de fonds, en plus, qui sont alloués à l'économie circulaire. On vit sur une île, donc ça a tout son sens en fait de pouvoir justement réutiliser les produits quand ils sont arrivés sur l'île. Et justement, on va faire un petit panorama des initiatives qui sont prises en économie circulaire à travers un webinaire qu'on organise jeudi. Alors ce webinaire, il démarre quand? C'est un webinaire jeudi prochain. Jeudi prochain? Ouais, oui. Le 27 janvier à 9h.
Et il va traiter d'un pan particulier en fait de l'économie circulaire, c'est la gestion des biodéchets alimentaires, parce que c'est assez large l'économie circulaire, et on a choisi un sujet assez précis, mais qui nous touche tous. Les biodéchets alimentaires en entreprise. Alors qu'est-ce qu'on appelle les biodéchets en entreprise? Au niveau alimentaire, on voit, mais en entreprise. En fait, il va traiter de la gestion des biodéchets alimentaires en entreprise. Oui. Les biodéchets, en fait, se distinguent des autres types de déchets dans le sens où ils sont organiques, donc ils peuvent se dégrader. On distingue les déchets verts et les déchets alimentaires, qui sont plus issus notamment du gaspillage alimentaire. Là, ce qu'on va avoir, c'est un panorama des initiatives qui sont prises justement pour gérer, réduire, valoriser les biodéchets alimentaires. Je ne vais pas révéler tout le programme, mais ça va être justement un panorama des initiatives qui sont prises pour valoriser les biodéchets alimentaires. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, de gaspillage alimentaire ici, malgré tout. En Guadeloupe, le gaspillage alimentaire est assez, j'ai envie de dire, assez important. Qu'on voit les poubelles, tout ce qui est jeté, des yaourts qui ne sont pas utilisés, etc., etc. Est-ce que dans votre système de l'économie circulaire, il faut aussi aider à réduire cette surconsommation inutile, j'ai envie de dire? Alors, en fait, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que durant toute la chaîne alimentaire, on va avoir une perte de biodéchets. Donc, par exemple, au niveau de la production, au niveau de la distribution et même au niveau de la consommation. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur chacune de ces étapes. Les consommateurs ont leur rôle, mais aussi les entreprises, les sociétés, les restaurants. Tout le monde, en fait, a son rôle pour agir et diminuer les biodéchets. Parce que c'est vrai que si on se met tous, on peut y arriver. Oui, mais les déchets alimentaires, en fait, ils n'ont pas de réutilisation, ils peuvent être recyclés quand même. Alors, on peut faire un compostage, par exemple. On peut faire un lombricompostage, ça peut être aussi utilisé pour la méthanisation. Et après, il y a aussi des solutions. Par exemple, l'huile peut être utilisée pour d'autres méthodes. Il existe des solutions. D'accord. Et pendant votre webinaire, vous donnerez on va en parler. tous les modes d'emploi. Vous ne voulez pas trop en dire pour. C'est ça. On ne va pas le faire pour le webinaire ici, non, mais je ne pense pas. Non, oui, voilà, l'idée, c'est pas de faire le webinaire ici, mais globalement, ce qu'on va présenter, c'est donc des initiatives, notamment avec un intervenant de l'INRAE qui va nous parler justement de ce qu'il met en place pour limiter les biodéchets alimentaires. On aura aussi une intervenante d'une application qui permet de limiter le gaspillage alimentaire, qui met en fait, important, ça, qui met en lien les restaurateurs avec justement des produits qui n'auront pas été vendus pendant la période d'ouverture. Ils vont les mettre à disposition pour des consommateurs à un prix réduit. On aura aussi une intervention justement, tu parlais des huiles, de quelqu'un qui mène des initiatives pour récupérer les huiles alimentaires usagées et qui a trouvé une utilité à ces huiles usagées. Donc ça a vraiment créé la circularité de l'économie et le déchet devient une ressource. Oui, mais alors, l'autre question, en dehors du webinaire, quand on est chef de l'économie circulaire, on ne fait pas que des webinaires quand même. Non, effectivement. Alors nous, on termine notre formation là, justement. Le rôle d'un chef de projet, en fait, c'est quoi? C'est d'être un peu chef d'orchestre, de réussir à fédérer, à avoir des capacités relationnelles pour mettre les gens en lien, et notamment dans le cadre de l'économie circulaire, ça peut être de l'écologie industrielle et territoriale. Donc par exemple, rencontrer différents acteurs et se rendre compte que le déchet de cette industrie peut être la ressource de l'autre industrie. Donc mettre en connexion justement ces gens pour continuer d'optimiser en fait l'utilisation des ressources. C'est ce que vous faites au quotidien? On essaye, on fait le maximum. Et aussi, mais même nous, on apprend, par exemple pour l'huile, je n'étais pas au courant, j'ai appris ça en travaillant sur le webinaire, que quelqu'un pouvait récupérer nos huiles alimentaires. Oui. Alors, je pose la question, à part les barrages, les vieux pneus, on peut faire quoi avec eux? Quoi d'autre? C'est marrant, les pneus, on peut faire énormément de choses avec, des matériaux de construction notamment, et même sans forcément créer un process spécifique. J'ai une amie qui fait des pots de fleurs en fait, en découpant les pneus. Elle peut faire des beaux pots de fleurs, et donc l'idée c'est justement de réutiliser, réemployer en fait
quelque chose avec ça. Les pneus, j'avais vu une initiative aussi en Afrique pour créer un espèce de bitume avec les pneus. J'ai vu ça, oui. On peut en faire vraiment énormément de choses et c'est vrai qu'on consomme du pneu en Guadeloupe. Et par exemple, la vieille machine à laver, au lieu de la jeter, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh ben, typiquement, il y a Casa Recycle qui recrée du récif corallien à partir des bétons qui sont dans la machine à laver. Ouais. En fait, il recrée un récif corallien avec ça et qui va, donc il y a de la vie, donc il l'immerge, il y a de la vie qui va renaître en fait autour de ça. Et ça permet de, on désosse la machine à laver, on en utilise une partie pour recréer de la vie quand même. Un déchet va créer de la vie derrière et le reste des composants peuvent être recyclés ou réutilisés. Alors le gros problème en Guadeloupe, donc pas seulement, mais enfin en Guadeloupe, c'est aussi les bouteilles en plastique. On peut aussi recycler à ce niveau-là, les remettre dans notre circuit. Alors déjà, il y a des initiatives déjà qui existent où on peut récupérer les bouteilles comme à Destreland, où en échange, on va avoir des bons d'achat. Ouais. Après, il y a aussi, ils vont essayer de remettre la consigne en place là, en Guadeloupe. Alors, il n'y a pas les dates encore qui sont sorties, mais ils vont essayer de remettre la consigne en place parce que c'est vrai que on consomme énormément en Guadeloupe de bouteilles d'eau à cause des problèmes, oui. Et il faut trouver des solutions. Et justement, en Guadeloupe, il va y avoir des essais par rapport à ça. Alors, c'est la dernière question. Donc, globalement, tous les deux, en tant que chef de projet, c'est une véritable ingénierie de recyclage que vous êtes en train de mettre en place, qui va se mettre en place après ce webinaire. Comment ça C'est plus que du recyclage. Il y a au final 7 piliers dans l'économie circulaire. Le recyclage, ça n'est qu'un seul des piliers. Nous, on crée ce webinaire aussi pour créer du réseau, parce que l'économie circulaire se fait grâce à la connexion. Circulaire, oui. Voilà, c'est ça. Donc, faire en sorte que les gens se rencontrent, que les gens se connaissent, que justement les consommateurs de bouteilles en plastique rencontrent des personnes qui peuvent les transformer et faire quelque chose avec. Et donc, c'est tout ça qui est notre rôle en fait de chef de projet en économie circulaire, connecter les gens, sensibiliser aussi les consommateurs, parce que la consommation responsable, c'est un des piliers de l'économie circulaire, justement, pas non plus acheter trop pour justement éviter de gaspiller, vous jeter après. De jeter après. Alors, le rendez-vous, c'est jeudi 27. Le rendez-vous à noter, c'est le 27 janvier. Donc c'est jeudi à 9h. Les inscriptions se font sur la plateforme, j'imagine. Oui, voilà. Il y a un lien d'inscription. Et si vous avez des questions à poser, on vous répond par mail. info@carteblanche-formation.org. Alors, info@carteblanche, -formation.org. Ben, écoutez, on prend mot avec vous pour cette bonne initiative, en tout cas. Merci. Surtout dans un pays comme la Guadeloupe, une île où justement trop de choses finissent dans la mer ou dans les rivières. Ce serait peut-être une bonne chose progressivement que cette économie circulaire se remette en place et que surtout que les déchets soient gérés, parce que c'est le gros problème de la Guadeloupe aujourd'hui, c'est la gestion des déchets. On a bien vu à Pointe-à-Pitre depuis quelques semaines, après les barrages, plus de poubelles, la ville est enfumée. Merci. 13h12. On revient, Jordan, on revient au micro-trottoir avant de prendre la sécurité sociale. Que penseriez-vous de retour à la vie normale et sans restriction? C'est le rêve de tout le monde ici, mais c'est un rêve qui est encore assez lointain. On aura de la réponse captée dans les rues par Stanley Manicor et Maxime Morel. C'est parti. Aujourd'hui, on voit que certains pays commencent à vivre avec la Covid-19 comme avec une simple grippe. Vous pensez qu'on devrait faire ça ici en Guadeloupe et en France? Il serait plus que temps. Je pense qu'il faudrait vivre avec, parce que là, c'est comme ça. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Ouais, du moment qu'on se protège, bon, voilà. Vraiment. Et le Johnson, là, il a fait un truc impeccable. Et j'espère que la France va suivre et que tous les pays vont suivre. Ouais, l'histoire de la Grande-Bretagne, c'est le problème qu'avait Boris Johnson avec ces festivités qu'il a eues. Il a voulu ouvrir pour tout le monde parce que, bon, il est comme ça. Et puis voilà, après, advienne que pourra, lui, dans son pays, comme ça. Mais après, chez nous... je pense qu'on peut encore attendre. De toutes les façons, même si on a le vaccin, on l'attrape. Donc, vaut mieux vivre avec, voilà. Ouais, on peut vivre avec, mais bon, mais de prendre le vaccin, je suis contre. En plus, on nous a dit qu'on devait avoir les 2 vaccins, donc je l'ai eu. Maintenant, on me dit qu'il faudra prendre 3, il faudra prendre 4. Et j'entends des gens qui meurent, qui prennent le vaccin et qui meurent. Donc, c'est pas facile. J'espère qu'ils ont compris le truc et qu'ils vont vraiment faire marche arrière. Il serait plus que temps.
Vraiment. Pas pour le moment, je pense. Il faudra encore quelques jours attendre, à voir que tout le monde l'ait au moins pour pouvoir ouvrir, quoi. Pas qu'on lâche tout d'un coup, mais au fur et à mesure. Pas appliquer les restrictions, mais disons pas les mêmes que maintenant, quoi. On doit vivre avec, c'est comme une grippe. Attendez, tout ça de scandale, tout ça de trucs pour une grippe, faire des gens perdre leur emploi, leur salaire et tout pour une grippe. Mais c'est quoi ce bordel là? Voilà, il est exactement 13h14. On va partir tout de suite en direction de M. Montout de la Sécurité sociale, le pôle Sécurité sociale, puisque depuis quelques semaines, nous parlons beaucoup de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Nous parlons aussi de la retraite, mais cette fois-ci, on va parler de cette allocation. Alors, M. Montout, bonjour. Bonjour, M. Sandonis. Bonjour à toute la population de la Guadeloupe qui nous écoute. Merci d'être avec nous. Peut-être on aurait souhaité vous voir, mais enfin bon, la vie est différente en ce moment. Qu'est-ce que l'ASPA? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'ASPA? Alors l'ASPA, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Oui. C'est ce qu'on appelait à l'époque le Fonds national de solidarité. Et encore avant, ce que les gens appelaient d'une manière globale, la grande retraite. D'accord? Donc c'est une allocation qui est... c'est une prestation non contributive. Ça veut dire que c'est une prestation sans rapport avec les cotisations versées par l'assuré à son régime de retraite et qui permet à un public en situation de fragilité financière un montant minimum de ressources. Oui. Et depuis quelques années, nous connaissons une montée du nombre d'allocataires qui bénéficient de cette augmentation. En 2019, par exemple, ce sont 341 709 retraités qui en ont bénéficié. Mais alors, M. Montout, comment on peut en bénéficier? Eh bien, simplement, le demandeur doit être titulaire d'une retraite personnelle ou de réversion et remplir certaines conditions. Alors, quelles sont ces conditions, justement? Alors, il y a une condition d'âge. Donc, l'âge minimum pour avoir droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées est de 65 ans. Mais cet âge est abaissé à l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire 62 ans pour les assurés qui sont soit inaptes, soit assimilés inaptes, par exemple les ex-invalides ou les personnes handicapées. Le livre d'or, je leur ai donné. Alors, il y a aussi une condition de subsidiarité, ça veut dire que le demandeur ou son conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé maintenant, doivent avoir demandé l'attribution de toutes leurs retraites personnelles et complémentaires, de base et de réversion, à tous les régimes français et étrangers et aux organisations internationales. Ça veut dire que pour en bénéficier, toutes les demandes possibles et imaginables doivent être faites aux différents régimes là où la personne peut prétendre à une retraite. D'accord. Il y a aussi une condition de résidence. Oui. L'assuré doit résider à la date d'effet de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur le territoire métropolitain, dans les DOM ou dans une commune. Il y a une condition aussi de régularité de séjour pour les personnes étrangères. L'assuré doit produire un titre de séjour en cours de validité pour attester de sa régularité de séjour sur une période continue de 10 ans antérieure au point de départ de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Et enfin, il y a une condition de ressources. Tous les biens et ressources de l'assuré et de son partenaire ne doivent pas dépasser un certain plafond qui est fixé par un décret. D'accord. Donc, il faut savoir qu'un contrôle dans le mois qui suit l'attribution est systématiquement effectué, mais la Sécu se réserve le droit de contrôler les ressources à n'importe quel moment. Oui. Il faut savoir qu'au 1er janvier 2021, il y a un plafond de ressources, d'accord, pour une personne seule qui est de 906,81 €, et pour un couple de 1407,82 €. D'accord. Alors, comment on peut faire, puisqu'on a bien compris que cet espace intéresse beaucoup de gens en Guadeloupe, puisqu'on est un pays qui vieillit, mais alors comment faire une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées? Comment ça s'organise concrètement? Donc, la démarche la plus simple, c'est de faire la demande en ligne. Sur le site, comme je l'ai précisé la dernière fois que je suis passé à Canal 10, c'est sur le site l'assurance-retraite.fr. .fr, oui, bien sûr. Oui. Donc, les assurés n'ont plus besoin de se déplacer et tout se fait en ligne.
Alors, on suit le dossier une fois que nous avons les informations. D'accord. Donc, il faut utiliser le service Demander ma retraite en ligne. Donc, pour cela, il faut que les assurés aient créé leur espace personnel. D'accord. Et sur l'espace personnel, ils auront les démarches à effectuer. D'accord. Sinon, ils peuvent nous transmettre un dossier par voie postale ou par dépôt dans nos différentes boîtes aux lettres. Mais à la limite, avec assuranceretraite.fr, ça irait beaucoup plus vite. Pas assurance, l'assurance. L'assurance, oui, l'assurance seulement. L'assurance. Il n'y a pas d'apostrophe, c'est l'assuranceretraite.fr. Alors, quelles sont les pièces qu'il faut fournir à ce moment-là? Alors, déjà, il faut savoir que toutes les rubriques de la demande doivent être complétées. Et les pièces à fournir avec la demande d'ASPA sont le dernier avis d'imposition, un justificatif de domicile comprenant le mois de dépôt de la demande, d'accord, un titre de séjour en cours de validité pour l'assuré ou son conjoint de nationalité étrangère et toute autre pièce réclamée par nos services. Si jamais le dossier arrive chez nous incomplet, l'assuré sera interrogé afin que nous obtenions les différents documents manquants. D'accord. Monsieur Montouti, il y a un plafond? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, un plafond de 906,81 € pour une personne seule. Oui. Et pour un couple, le plafond est de 1407,82 €. On va prendre un exemple. Une dame qui a une retraite de base de 200 € et une retraite de complémentaire de 300 €, par exemple. Donc, on considère que ces ressources sont égales à 300 €. Oui. Donc, elle pourra prétendre à un montant d'allocation de solidarité qui est la différence entre le plafond personne seule et le montant des ressources, d'accord? Donc, ça lui fera 600,81 € d'allocation de solidarité. D'accord. On va prendre le deuxième cas, le deuxième exemple, parce qu'on a parlé de plafond personne seule et plafond couple. Alors, monsieur perçoit par exemple 400 € et une complémentaire de 450. Ça lui fait 850 €. Madame fait une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle perçoit 500 € au régime général et 450 € en complémentaire. Oui. Ça lui fait 950 €. D'accord? Lorsqu'on additionne les revenus de monsieur et de madame, ça fait un revenu de 1800 € pour le couple. Oui, bien sûr. Et on constate que les 1800 € sont supérieurs au plafond du couple, qui est de 1407 €. À ce moment-là, ce sera un rejet parce que la personne n'y aura pas droit sous prétexte qu'elle dépasse le plafond autorisé. Et quelles sont les ressources qui sont prises en considération dans le cadre de cette allocation de solidarité aux personnes âgées? Eh bien, toutes les ressources que je vous ai citées précédemment, mais aussi il faut savoir que les biens immobiliers tels que les livrets A, la résidence secondaire, une location quelconque, les valeurs de toutes ces ressources-là sont prises en compte à hauteur de 3% afin d'évaluer le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'on va regrouper le montant, la valeur de chacun de ces biens et on va prendre 3%. À ce moment-là, ça va entrer dans les ressources que nous retenons pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Oui, mais il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on appelle récupération sur succession? Alors, c'est très important, parce qu'il faut savoir que les sommes payées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées sur la succession de l'allocataire, mais uniquement lorsque l'actif net successoral est supérieur à 100 000 €. Donc, si la nature des biens que possède l'allocataire est supérieure à 100 000 €, on va récupérer la partie supérieure aux 100 000 € sur les biens avant même que les héritiers ne puissent pouvoir bénéficier de leurs biens. D'accord. Et il y a des nouveaux principes de cette allocation de solidarité? Oui, parce que dorénavant, le déclaratif est retenu en priorité. C'est-à-dire qu'il existe un principe de confiance vis-à-vis de l'assuré. Cependant, nous avons des bases de renseignements qui nous permettent de faire des vérifications. Le contact téléphonique et les mails sont privilégiés et nous permettent de retenir les déclarations des assurés qui seront de toute façon retranscrites par un courrier normé
qui sera adressé à l'assuré en aval. Alors, c'est l'avant-dernière question. Est-ce qu'une date d'allocation de solidarité aux personnes âgées prend-elle effet? À quelle date elle prend effet, cette allocation? Ah bon, alors, si l'allocation de solidarité est déposée en même temps que la demande de retraite, le point de départ de l'allocation de solidarité à la même date que cette demande, à savoir le premier jour du mois qui suit le dépôt de cette demande. Si elle n'est pas déposée en même temps, elle va prendre effet le jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Alors, c'est la dernière question, mais elle est aussi importante. Est-ce qu'il y a un contrôle de révision de cette allocation? Oui, tout à fait. Il y a un contrôle qui est effectué une fois par année et porte sur l'année qui précède le contrôle, afin de vérifier la situation de l'assuré au regard de ses ressources. Par exemple, il y a un envoi d'un questionnaire de ressources en octobre 2021 pour vérifier les ressources sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. D'accord? Donc, on fait toujours des vérifications une fois par année sur l'année N-1. Alors, la période N-1 plutôt. Alors, M. Montout, je vous remercie, mais avant de vous laisser nous quitter, je voudrais quand même, pour les gens peut-être qui ont pris en cours, que vous rappelez en 2 mots ce que c'est que cette ASPA. Alors, je reprends. Donc, l'ASPA, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Oui. C'est ce qu'on appelle le FNS, le Fonds national de solidarité. D'accord? Et c'est une prestation qui est non contributive, c'est-à-dire que c'est une prestation sans rapport avec les cotisations versées par l'assuré à son régime de retraite. D'accord? Et cette allocation permet aussi à un public en situation de fragilité financière un montant minimum de ressources. Je répète, je reprends le plafond. Il y a quand même un plafond qui est de 906,81 € pour une personne seule et de 1407,82 € pour un couple. Ça veut dire que tant que l'assuré est en deçà de ces montants-là, on va lui donner une allocation de solidarité qui va lui permettre d'atteindre ce montant-là. Bien. Ben, écoutez, David Montout, merci pour toutes ces précisions et je suppose que beaucoup de gens qui ont déjà 65 ans et plus sont intéressés et prendront contact avec vous ou alors iront sur le site la location... non, l'assurance, oui, voilà. L'assurance-retraite.fr ou alors ils peuvent aussi appeler sur notre numéro de téléphone au 36 le 30 14, voilà. ça, oui. D'accord? Oui. Et on va pouvoir leur donner des renseignements. Voilà. Le 3960, je vais apporter mon 3960. Merci David Montout et à très bientôt pour une prochaine chronique. 13h26, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec Madame de l'affaire. On va voir aussi quoi cette affaire tout à l'heure, dans un instant, il est 13h27. 13h32, on reçoit un audiotiste de l'eau. Bonjour Jacques. Bonjour Danick, bonjour population, bonjour Papa Moi. Bonjour Ismaël. Bonjour tout le monde, bonjour Danick et tout le monde. De qui nous parler de là? Nous allons parler des problèmes justement, relation qu'il y a entre SMGAG et puis clientèle AI et qui les problèmes nous avons rencontrés du fait que la liquidation à le SIA, Grenoble et les différentes régies communales. D'accord, à tout de suite. Bonjour Madame Faye. Oui, bonjour Danick, bonjour. Et c'est donc aujourd'hui, comme chaque vendredi, votre rubrique juridique. Exactement. Et quel va être le sujet? Le sujet sera toujours le même et on va approfondir sur des éléments qu'on a déjà vus et puis sur des choses qui se sont passées au cours de ces derniers mois, enfin ces dernières semaines plutôt, et surtout aussi parler des manifestations qui ont eu lieu hier et il y a quelques jours et qui se sont soldées par des représailles assez dures. Et il faut en parler, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de comprendre la conjoncture actuelle pour faire entendre raison finalement, parce que c'est dans ce dossier, c'est ça, c'est que chacun puisse prendre ses responsabilités. Voilà. Les assumer surtout. Exactement. C'est quoi cette affaire? Voilà. Bien sûr, c'est quoi cette affaire? Alors donc, Madame Faye, aujourd'hui, y a-t-il des salariés qui ont été réintégrés depuis les décisions prises après la loi du 5 août? Alors, on est obligé de partir ailleurs qu'en France, puisque finalement, il y a des salariés qui n'ont été pas réintégrés, mais en Belgique, une situation qui est assez
qu'il faut souligner, parce que pour moi c'est important, c'est un hôpital, celui de Choapi-Tournai, qui a pris la résolution de réintégrer donc finalement les soignants non vaccinés. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas appliquer la loi parce qu'ils se sont rendus compte que dans la pratique, il était difficile de la mettre en place. Et surtout, on sait très bien que face à cette crise sanitaire, on a besoin de soignants. Il est complètement... ce n'est pas logique que d'aujourd'hui de sanctionner ces soignants qui sont qui peuvent apporter de l'aide et surtout réguler et permettre que... On sait qu'en Guadeloupe, on a des problèmes au niveau de l'hôpital et qu'il n'y a pas assez de soignants. Donc il faudra qu'à un moment donné, on prenne en compte toutes les difficultés que nous on rencontre aujourd'hui en Guadeloupe pour trouver des solutions. Parce que les solutions ne sont pas trouvées. C'est ce que je l'ai dit la dernière fois et je le redis encore. Il n'y a pas de solution de trouver. Les seules solutions qu'on propose aujourd'hui, c'est des cellules de discussion pour inciter encore à la vaccination. Le débat aujourd'hui ne doit pas se limiter à savoir si on est pro-vaccin ou anti-vaccin. Moi, je ne suis pas anti-vaccin pour ma part. Je suis juste en train de regarder cette loi, de prendre du recul et de dire il y a un certain nombre de difficultés qui apparaissent autour de l'application de la loi. C'est ce qu'on dit. On n'y a pas une opposition entre pro-vaccin et anti-vaccin. Il y a des personnes aujourd'hui suspendues. Le fait, il est là. Les personnes sont suspendues depuis plus de 3 mois maintenant. Il faut bien entendu prévoir un retour à l'emploi de ces personnes. On me parle de reconversion. Est-ce qu'on sait c'est quoi une reconversion? Chercher, faire un autre travail et être obligé après 10 années d'exercice de devoir trouver beaucoup plus des fois, de devoir retrouver un travail. Dans quelles conditions? Il n'y a même pas d'accompagnement à ce niveau. On ne propose rien à ces personnes suspendues qui sont en train de manifester pour obtenir le droit de travailler, le droit à l'emploi, l'exercice d'une activité salariale. Et ces personnes-là, aujourd'hui, sont sanctionnées par des représailles des forces de l'ordre. Et on me dit que non, ils manifestent. C'est un droit qui a valeur constitutionnelle, le droit de grève. Ils ont le droit de manifester, d'être contre une disposition qui, aujourd'hui, a ses limites. Alors, on a vu que le président de la collectivité de la Martinique, M. Letchimi, a pris une initiative. Il a pris une très belle initiative. Et je pense que dès le départ, j'avais parlé de négociation et de dialogue. Ce problème ne se réglera que si on s'assied autour d'une table et qu'on trouve des solutions qui soient logiques et des solutions qui accompagnent ces personnes aujourd'hui qui, elles, sont suspendues et donc en difficulté. Oui, en Martinique, il a été décidé que les sapeurs-pompiers allaient continuer à exercer, non vaccinés, allaient continuer à exercer leur activité salariale. Donc, ils ne sont plus suspendus. Pourquoi en Guadeloupe, on n'arrive pas à trouver des solutions concrètes pour enfin permettre à ces personnels soignants de réintégrer leur poste? La loi est appliquée. Il faut que M. Cotellon trouve des solutions avec aujourd'hui ces personnes suspendues. S'asseoir autour d'une table, discuter paisiblement et trouver les solutions qui répondent aux difficultés. Parce que c'est-à-dire, là, on est en train de fuir le débat. On fuit le débat. La loi, effectivement, elle a été adoptée. En plus de cela, on va voir l'évolution, puisque c'est une loi qui est finalement évolutive. On ne peut pas me dire aujourd'hui qu'on passe du pass sanitaire au pass vaccinal, et puis que ça passe inaperçu. Ça ne passe pas inaperçu. Oui, justement. Voilà. C'est quoi le pass vaccinal pour les gens qui ne savent pas, bien qu'il ne soit pas encore appliqué, puisque le Conseil d'État doit se prononcer là-dessus? Alors, le pass vaccinal, il remplace en partie le pass sanitaire. Et finalement, ce qu'on aura, ce sera on va généraliser finalement l'obligation vaccinale. Parce que les salariés qui jusqu'alors pouvaient présenter un pass sanitaire seront obligés de se faire vacciner pour continuer à exercer leur activité professionnelle et salariale. Donc, aujourd'hui, un grand nombre de personnes se retrouveront dans la même situation que celle que vivent aujourd'hui les soignants qui sont dans les rues, qui manifestent. Je rappelle que ces personnes, ce sont des pères de famille responsables, des mères de famille qui ont été hier complètement méprisées par les forces de l'ordre. Je ne suis pas en train de dire que les forces de l'ordre ne font pas leur travail, je dis que ces personnes étaient en train de manifester de manière pacifiste. Ils ont juste des revendications, comme n'importe qui, dans une situation particulière, très particulière. Ils demandent aujourd'hui à être entendus. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à leur tendre la main et essayer de trouver des solutions? Parce que
une reconversion professionnelle, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Comment est-ce qu'en Martinique, on a pu arriver à ce type de décision? Parce qu'il y a eu des négociations et qu'il y a eu une discussion qui a été finalement concrète parce que les revendications essentielles ont été respectées, en tout cas entendues. Voilà. Quand ce passe vaccinal sera appliqué, quelles seront les conséquences pour les salariés? Ils ne pourront plus présenter de tests PCR. Ils seront obligés de se faire vacciner, donc de présenter un schéma vaccinal complet. Oui, mais dans un pays comme la Guadeloupe, où seulement 40% maximum ont une vaccination complète, un processus complet. Alors les 60% restants salariés, qu'est-ce qu'ils deviendront? Les 50% de salariés, ils seront suspendus. Ils seront suspendus. Et de toutes les façons, on a un amendement qui a été adopté, celui qui a été présenté par la députée Justine Bénin. Il y en a d'autres aussi. Je crois qu'il y avait Max Mathiazin, Hélène Vainqueur-Christophe, et qui permet aujourd'hui de reporter ce passe vaccinal, pas supprimer, parce que décaler, reporter, on peut. Mais il faut pas. Là, pour moi, ce n'est pas la loi n'a pas été adaptée à la situation particulière que nous on vit ici, parce que la grande majorité de la population n'est pas vaccinée et refuse de le faire. Donc la loi a juste été, reportée au niveau de la Guadeloupe l'amendement qui a été des Antilles, des territoires ultramarins. Qu'en peut faire un salarié alors en ce moment? Le salarié peut organiser sa défense, parce que je pense que dès le départ, il faut aujourd'hui, face aux courriers qui sont adressés, parce que c'est finalement par des courriers qu'on notifie ces suspensions, il faut y répondre. Il faut y répondre, parce que ne pas répondre, c'est finalement accepter la situation. Il faut manifester, je suis d'accord, mais il faut aussi organiser sa défense au niveau légal. Il faut mettre l'employeur face à ses responsabilités. Il y a des employeurs aujourd'hui qui se cachent derrière cette loi pour faire tout et n'importe quoi. Il y a des employeurs, parce que quand on regarde l'esprit de la loi et qu'on interprète ce texte, et peut-être qu'il y a d'autres juristes qui vont m'entendre, en droit, il y a ce qu'on appelle l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. La loi, finalement, met à la charge de l'employeur une obligation de moyens. On ne demande pas à l'employeur de suspendre irrémédiablement le salarié de ses fonctions. On lui demande, avant cela, de le convoquer pour trouver des solutions. Pourquoi la solution qui est décidée par l'ensemble des employeurs aujourd'hui, c'est la suspension? Il y en a d'autres. Il y a des salariés qui travaillent pas forcément et qui ne sont pas forcément en contact de personnes dites vulnérables, puisque la loi aujourd'hui a pour objectif justement de limiter ces contacts-là. Donc, asseyons-nous, regardons, prenons au cas par cas l'ensemble des salariés et trouvons des solutions. Ils ne vont pas rester dans la rue, ad vitam aeternam, et ne pas pouvoir reprendre leur activité. C'est un non-sens total. D'accord. Alors, visiblement, il y a des courriers de ce type-là que les juristes comme vous peuvent proposer aux gens? Oui, et puis moi je pense que depuis un certain temps, ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on en parle, et qu'on essaye de relever ces incohérences, ces irrégularités. Il est nécessaire aujourd'hui, autour d'un projet, peut-être d'un petit livret, un guide pratique qui permette aujourd'hui de synthétiser tout ça, d'apporter des réponses claires, et je pense que ce projet, on est en train de le mettre en place, il est pratiquement finalisé, et on aura à en parler très prochainement. Alors, dernier point, l'application du pass vaccinal dans les dernières colonies, comment ça va se passer? Moi, je sais que toi, tu aimes dire les dernières colonies, à juste titre, parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser cette question. Et moi, je dirais les territoires oubliés, parce qu'on est complètement oubliés dans cette situation d'application et du pass vaccinal et du pass, qui était sanitaire, qui est devenu vaccinal. On peut espérer qu'on arrive à au moins repousser les échéances, mais pour adapter la loi, là, c'est une autre question. Ouais. Voilà, c'est une autre question. Ok, bien. Merci pour cette affaire, Madame Faye. Vous trouvez toujours les failles du système. Il est 13h44. J'ai pas fait exprès. Oui, j'ai fait exprès. 13h44 et là, on va passer à la chronique de l'eau. Là aussi, pareil, des problématiques qui ne se justifient pas et qui continuent au jour le jour, malgré la création d'un nouveau syndicat. C'est parti avec Ismaël et Jacques.
Oui, alors, nous avons posé problème à relation qui est entre clientèle et SMGEAG. Sinon, en réalité, nous savons bien que gestion de l'eau là, c'est une catastrophe même. Il y a une catastrophe qui pesait si d'eau à les usagers, qui en matière de santé, qui en matière de l'argent qu'ils ont payé, parce qu'il y a des factures qui sont énormes. Il y a quand même un préfet Samuel qui font une démarche côté les distributeurs d'eau, pour demander d'abandonner, annuler ces factures-là qui n'ont pas de sens en termes de gestion de l'eau, consommation, des factures à 13 000 euros, 15 000 euros, ça n'a pas de sens. Dans gestion au courant. Donc, c'est des bitins qui sont fabriqués, qui ne correspondent à la réalité. Parce que, pourquoi ça? Même si mon a été dépensé l'eau de l'eau, tenir les fuites, nous avons une loi qui a protégé. Et ça, il faut bien moins justement dans l'argument que le syndicat a SMGEAG, il a dit, ouais, il a appliqué, fait application à la loi Wasman. Alors, ça c'est grave en cas de trouver. Il faut y faire. Mais pourquoi il n'y a pas de faire systématiquement? Son loi n'est donc légale. Loi Wasman, c'est en 2011. Mais c'est surtout le décret le 24 septembre 2012 qui dit qui j'en pour appliquer la loi là, ça, qui est important. Et il a dit au constat que si on fait après compteur, c'est service là qui doit être 10 personnes là qui a une fuite là. Et le plus tôt possible. Et loi là a dit que décret là, parce que c'est intéressant, il prétend, décret là a dit au constat que non seulement ces services-là, et on a mis 2 mois pour faire réparer, pour prouver par un professionnel, pour un briquet, il réparer. Et à partir du moment qu'il est réparé, même s'il dépasse 100 000 mètres cubes d'eau, il peut payer, puisque des fois, ça a une habitude consommée. Si c'est 25 mètres cubes, 50 mètres cubes, et il peut payer 50 mètres cubes en assainissement, il paye 25 mètres cubes en assainissement. Vous voyez? Alors, mais le syndicat a dit qu'il met ça veut dire qu'il met ça en application. Mais comment ça, il peut être en application alors? Ça vaut en 2011 et décret là paraît le 24 septembre 2012. Pour montrer ça. Le deuxième point qui a frappé moi, dans ça, les mesures qu'il a prises, c'est bon, hein? Parce qu'il faut y faire. Parce qu'elles sont en capacité, il a dit que, par exemple, quand il est là, il a fait en sorte que toutes les factures, c'est des factures relevées. C'est-à-dire que c'est le monde qui fait des relèves, qui a relevé côté là, parce que c'est des factures qui étaient faites par estimation. Ça qui la loi qui a autorisé, en cas où le monde a des bêtises, l'arrêt du 10 juillet 1996 précis, et au modifié en 2018, il a gardé le fait qu'on peut émettre des factures intermédiaires qui sont faites par estimation. Mais, il a dit, là, on fait une facture intermédiaire, c'est intermédiaire, estimé. Faut justifier usager là c'est une note mis comme ça mais c'est qui période ou estimé et mis comme ça on fait calcul là pour arriver à estimation là. En réalité, c'est comme si c'était très... Parce que c'est ça le problème là. Parce qu'on peut estimer au jour. Et surtout, il ne faut pas ni plusieurs factures intermédiaires. Parce qu'il y a intermédiaire entre plusieurs factures. Donc, il ne faut pas ni plusieurs factures établies par estimation. Or, il y a des pratiques qui établissent facture, estimation. Si bien qu'on croit que des estimations ne pas correspondre à la réalité. Quand on n'a pas rien relevé compte là, il est capable de dire ce qui base sur estimé. Et quoi de des obligations, on trouve des gens qui, en vrai sans dire moins, si vous voulez, il y a écrit en facture estimée, en vitesse estimée, qui est élevé, qui ça moun là, longtemps plus élevé, qui ça moun là, si compter là, il faut compter là. Oui, parce qu'il est estimé. Donc, alors, il dit que fait, il y a estimé. Alors, le problème en moins, en cas de oui, il peut faire un qui relever, mais pas ça qui est problème là. C'est que, quand il fait relever, mais il ne faut pas oublier qu'on a 24 510 compteurs qui bloqués. On a 64 660 compteurs qui sont très usagés. Oui, norme qui on peut pas on peut pas ni pour fiabilité c'est évident là. Donc c'est pourquoi parfois nous trouver il y a dit oui comment fonctionner mais nous trouver des dysfonctionnements et nous comptons aussi si nous bien cassure pour nous pas rien réussir à trouver ce secret là. Pourquoi subitement nous avons des augmentations de consommation qui pas correspondent à rien parce qu'il n'y a pas de fuite après compteur. Faut un jour c'est mon d'après moi il y a mieux placé que nous, c'est des techniciens, c'est des machines, ils doivent connaître bien là ça. Quand nous voulons dire, nous d'accord pour effectivement, quand l'esprit là, le syndicat l'a dit là, il dit qu'il veut effectivement, il faut rassurer les gens là, fait qu'en fait, une transparence et qu'en fait, relation avec les clientèle là, et remettre la confiance, quoi, vraiment. Et rétablir la confiance. Encore, Jacques font une réponse à ça, oui. Mais pour rétablir la confiance, il faut
les conditions réalisées pour établir la confiance. Et nous d'accord pour participer à établir la confiance. Parce que à la gestion de la ça, c'est les usagers qui ont payé. Donc, nous ne pouvons pas encore dans ça qui a vu dans le pays. Pour on est simple à voir. Par exemple, on est incapacité souvent. Ou quoi faire en contestation? C'est spécialiste en de constater. Par exemple, quoi faire une facture, ou quoi constater, il ne correspond pas, ou quoi contester, il ne pas répondre vous. Il ne peut pas répondre vous. Et sur 303e fait ça. Là, où vous dites ça, et puis après ça, vous contestez, et bien, comptable là, vous avez attendu ce comptable là. Or, on comptable public même qui dit ça en français, il dit que il ne peut pas, après il est au courant des contestations là, à facture là, il ne peut pas vous attendu. Parce que est bon juge. Ouais. Il ne peut pas décider qui a une raison entre les deux. Il n'y a pas faute. Il se prend l'argent, etc. Mais il ne peut pas, il n'y a pas ni qualité pour dire qu'entre vous et distributeur de là, c'est lui qui a une raison qui prend l'argent là. Donc c'est très important pour nous comprendre. Jacques? Oui, alors je voulais faire une précision. Il y a le comptable émetteur, c'est-à-dire celui qui fait la facture à partir avec toutes les insécurités, les manquements et les irrégularités. Il faut arrêter cela. Et le comptable recettier, qui en général est un comptable public à qui l'on confie la mission. Et il s'avère que les fondements de la facture, donc tout élément qu'il prend pour faire facture là, le comptable émetteur ne les transmet jamais au comptable recettier. Et quand on fait une contestation, la loi prévoit que le comptable émetteur doit transmettre au comptable recettier les éléments de la contestation, parce que nous sommes dans un état de droit, que cela plaise ou pas, il y a le point de départ de toute action civile ou pénale. Et c'est la réception par le comptable émetteur qui fait le point de départ, parce qu'il y a 2 mois à partir du point de départ pour pouvoir accepter. C'est un principe de droit administratif. Mais il s'avère que le comptable émetteur, notre cher petit compatriote, ne transmet jamais à l'autre compatriote. Donc, ce qui fait que l'autre ne sait pas, il poursuit sa mission. Ensuite, il faut savoir que dans le cas particulier que nous venons de vivre ces derniers temps, il y a eu une situation sociale, sociétale, tout ce que l'on veut, avec des barrages. Mais c'est que nous avons eu en parallèle un élément que tout le monde oublie, c'est la grève de la Poste. Aussi. Et si bien que le comptable public a envoyé, je ne suis pas là pour défendre les comptables publics, je représente les usagers. Je défends les usagers et il faut dénoncer cette chose-là. Les lettres de relance, les mises en demeure, qui sont les processus chronologiques, c'est-à-dire y'en après l'autre, après d'un délai, vous avez des gens qui n'ont pas reçu leur facture, qui n'ont pas reçu les délais, la lettre de relance, qui n'ont pas reçu la mise en demeure. L'ordinateur, parce que tout ça est géré par ordinateur, un ordinateur, c'est un machin qui n'a pas d'état d'âme. C'est comme une guillotine. La lame de la guillotine ne pense pas, elle coupe. C'est tout, ça n'a pas d'état d'âme, ça n'a pas de passion, ça n'a pas d'émotion. Bon, alors, eh bien, la machine lance ATD, mais c'est fait dans ce qu'on appelle le cloud, c'est le grand nuage de l'informatique où tout est pulsé, maniéré, et la machine sait que votre compte, elle sait votre numéro de carte de crédit et tout, et le compte est bloqué automatiquement. Or, il s'avère qu'en ce moment, on est en train de trouver le dialogue. La Direction régionale des finances publiques semble être d'accord, ainsi que la préfecture pour la partie administrative, mais ce n'est pas la préfecture qui en charge l'eau. Ce sont les collectivités pour trouver un moyen terme pour dire il nous faut décaler parce que les gens n'ont pas reçu les courriers. Et maintenant que la grève est partiellement terminée, il n'y a que 3 communes desservies postalement qui n'ont pas encore signé. Petit Canal Port, lui, et Anse-Bertrand, qui ne reçoivent pas de courrier. Moi, ça fait 45 jours que je n'ai pas reçu de courrier, officiellement. Et on se trouve dans une situation, je dis, mais il faut tout décaler. Mais ce qui pose le problème de la recette, par exemple, de la première facture du SM-GAG. Oui, alors, il faut savoir un élément extrêmement important. Nos compatriotes sont dans la passion et l'émotion, parce que maintenant que le système est débloqué pour 90% des collectivités de l'île, donc des usagers, nous pouvons supposer, les gens reçoivent une avalanche de courriers. Je connais une dame qui a failli faire une crise cardiaque. Il a fallu qu'on les vende, qu'on lui mette alcali en banéaille, parce qu'elle a reçu 12 lettres, parce qu'il y avait les factures, les relances de toutes les factures, la maison, maman de Gavin Tébé, plus la TD. Alors la dame... donc, ben oui, donc nous sommes... Et sans compter ce que disait Ismar, nous avons des insincérités, parce qu'il y a des prescriptions. Et il faut savoir
qu'avant le 31, parce que vous avez des comptes qui sont arrêtés au 31 août pour des liquidations, des cessations d'activité, et ça c'est une chose. Et l'autre nouvelle activité qui est reprise à partir du 1er septembre, cette activité reprise le 1er septembre ne peut pas juridiquement, sauf s'il y avait une décision exceptionnelle, une loi, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas prévu dans le code de commerce, ce n'est pas prévu dans le code de jurisprudence. Aucune jurisprudence ne prévoit ça, de reprendre en charge le passif, parce que la loi votée fait la mise à disposition de l'actif pendant 1 an, plus le transfert de cet actif pour un franc symbolique, mais que le passif demeure à notre charge contribuable parce qu'elle est transférée aux communautés d'agglo qui sont composées des communes dirigées par les mêmes, qui sont eux-mêmes la communauté d'agglo, et qui sont eux-mêmes les mêmes administrateurs de ce serpent de mer et notre SMGAEG. C'est pour ça que je dis, il faut garder sang-froid quand même. C'est pas parce que c'est pas la passion et l'émotion qui vont rendre ça, il faut de la compétence juridique, de la compétence technique, parce que la mission de service public doit continuer. Et nous nous retrouvons devant un problème extrêmement important, extrêmement grave, et il faut encore garder son sang-froid, c'est que toutes les factures qui ont été arrêtées par nos amis, nos petits compatriotes, nos parents, nos amis émetteurs, ne portent pas l'indice d'arrêt obligatoire de par la loi. C'est un manquement fondamental, ce qui fait que l'on a transmis les listings des anciens clients avec, on oublie qu'il y a une loi, mais confirmez-le-moi, sur la protection des données. C'est-à-dire qu'on a transmis tous les gens qui avaient des prélèvements automatiques, qui avaient payé par carte de crédit parce qu'on a relevé leur numéro de compte, leur numéro de carte de crédit, sans leur accord. La loi est formelle, vous ne pouvez pas transmettre les éléments de données personnelles de quelqu'un sans son accord. Ça, c'est le premier point. Et celui qui est en charge de la facture, il ne sait pas comment la faire, alors qu'il est en situation de distribution publique depuis le 1er septembre. Hier soir, dans une émission, le président de cet organisme a dit je vais émettre les factures à la fin février. Oui. Mais comment peut-il émettre des factures? Il n'a pas de point de départ. Donc on va se retrouver dans ce que nous ne cessions de dénoncer, le transfert des habitudes et pratiques que l'on va pérenniser, que l'on veut rendre récurrent. Il n'en est pas question. Cette structure a été créée pour qu'elle soit soutenable. Soutenable au sens de l'économie, au sens d'une société, c'est des comptes équilibrés. Et ça, nous avons des obligations en tant que représentants d'associations d'usagers envers notre communauté, c'est de dire la vérité, que cela plaise ou pas. Et désormais, donc, on se trouve dans une situation, nous allons faire dire le doigt, et malheureusement, il y a des agents qui ne sont peut-être pas contents. On va poursuivre l'organisme passif et on va poursuivre l'agent, c'est lui qui est responsable. On ne le souhaite pas en arriver là, mais il faut qu'on arrive, il faut qu'on cesse. Et quand Maître Faye parlait de dialogue, nous ne cessons de dialoguer, nous ne cessons de dire, Zadronis, Danick, mes témoins, toi aussi, ceux qui le savent, je ne cesse de dire, au droit d'obéir, opposons le droit d'être écouté, d'être entendu pour que nous parlions enfin le même langage. Hein, les poètes disent ce bouquet de cris, il faut qu'on le fasse. Oui. On ne peut pas rester chacun sur son compte à soi, au nom d'ego, hypertrophié, surdimensionné. Non, il faut arrêter, il faut qu'on trouve des solutions, car qui mieux que nous savons ce qui est bon pour nous, bien sûr dans le cadre des institutions et de la loi. Et je le dis toujours, chaque vendredi, prenez contact avec vos associations. Mais bien sûr, merci. Tout à fait. Alors, quand tu me dis encore, c'est que, si vous voulez, et puis liquidation à le SIAG et tous les régis qui tenaient, nous avons un problème parce qu'il y a quoi consigner voyer facture, mais il ne peut pas répondre. Alors, nous avons le monnaie, encore Jacques Voyer, ça m'a dit aussi, pour y contacter. Mais le problème là, les contacts, c'est rien qui par mail. Par exemple, pour ou d'excellence, c'est Sébastien Nongal. Oui, pour chaque monde, il y a une là, mais mail. Alors, mais le monde, pas ni mail, mon usager a de l'eau. Et il besoin contester. Bon, raison de plus pour passer par une association, effectivement, nous devons travailler là-bas. Mais, ni possibilité, les zones de comme ça, le cercle pas exister, ne pas toucher. Mais voyez les associations et nous faisons travailler là pour essayer de résoudre le problème pour eux. Merci, messieurs. 13h59, avant de terminer, je rappelle qu'on a reçu en début de journal le nouveau directeur de Canal Outre-mer. Justement, on n'a pas passé la vidéo, il dit ça. On va la diffuser tout de suite pendant une petite minute pour savoir un peu ce qu'était Canal Outre-mer, puisque c'est une nouvelle chaîne qui va diffuser des productions télévisuelles et cinématographiques de jeunes Guadeloupéens. C'est parti pour cette... Bienvenue dans mon royaume. Ravi de vous accueillir sur la nouvelle chaîne digitale Canal+ Outre-mer.
l'espace des talents ultramarins dans toute leur diversité. Voilà qui nous sommes, et ce truc-là, on veut le balancer au reste du monde. Canal+ Outre-mer, ce sont des créations des Antilles-Guyane, de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie. Ça excite l'imaginaire. Documentaires, courts-métrages, séries, concerts. Tout est dedans. Des programmes originaux, des contenus produits et coproduits par Canal+. Bref, retrouvez le meilleur de l'Outre-mer au bout des doigts, accessible à tous les abonnés. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous organiser aux petits oignons. Et vous savez quoi? Tout cela est réuni sur une seule et même application, MyCanal. C'est un accélérateur de particules pour moi. Le champ de tous les possibles s'ouvre à vous avec le nouveau corner Canal+ Outre-mer. Ça va donner quoi, on a confiance. Longue vie à Canal+ Outre-mer. C'est terminé pour aujourd'hui. Bon week-end. Je rappelle donc qu'on a reçu aussi Aurélie Martineau, Jérôme Béver, qui sont des chefs de projet de l'économie circulaire pour éviter justement du gaspillage alimentaire. Il y a donc un webinaire jeudi prochain, 27 à partir de 9h. Jacques Davila et Isba étaient avec nous comme chaque semaine pour la chronique D'eau en toute sauce. Et puis avec Madame Faye, c'est quoi cette affaire? Cette affaire de personnes suspendues de plus en plus nombreuses. Deux petits mots sur l'information. L'information, c'est les réactions des commerçants après la nuit plutôt rouleuse, plutôt difficile pour les commerçants. Une fois de plus, 5 magasins ont été pillés dans la nuit devant pratiquement les forces de l'ordre. Ils n'ont pas fait rien, ils restaient là. Ils étaient à Chauvel en train de bousculer les manifestants et face aux désordres qui étaient dans la ville de Pointe-à-Pitre et aux magasins qui étaient cassés et pillés, les forces de l'ordre sont restées sans réaction. C'est très surprenant. Que pensez-vous d'un retour à la vie normale sans restriction? C'était le micro-trottoir du jour. On a demandé aux Guadeloupéens ce qu'ils en pensaient. Et puis le dernier sujet, est-ce qu'on a le temps? On a le temps, le dernier sujet, sur la conférence de presse du commissaire de police. 2 minutes 32, il est seulement 14h01. On peut passer cette conférence de presse, elle est importante. Oui, 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. J'apporte effectivement tout mon soutien aux policiers, aux forces de sécurité, aux gendarmes, au commandement de la gendarmerie mobile de Guadeloupe pour le sous-officier de gendarmerie qui a été blessé hier soir par balle et donc qui a été conduit aux urgences suite à ces faits. Je remercie l'ensemble des policiers et des gendarmes qui ont participé au dispositif pour leur professionnalisme, pour leur courage, pour leur rigueur. Lorsqu'on fait face, comme c'est le cas comme c'était le cas hier soir, mais comme ça a été le cas à d'autres reprises, à des violences commises avec arme à feu, pour rappel, plus de 40 détonations, des douilles, des ogives qui ont été saisies dans les véhicules de police, qui ont donc traversé certains véhicules, sans fort heureusement faire d'autres blessés. On peut dire que les forces de l'ordre sont particulièrement professionnelles dans ces conditions difficiles, particulièrement courageuses, parce que nous intervenons dans le cadre des lois de la République et nous allons continuer de le faire, bien évidemment. Et on se doit de protéger à la fois nos concitoyens, se protéger en tant que policiers, et puis protéger également les gens qui font usage d'armes à notre encontre. On agit dans le cadre des lois de la République. Des gens qui s'organisent pour commettre des pillages au centre-ville de Pointe-à-Pitre, organisés tactiquement pour le faire, pour empêcher l'intervention des forces de police, mettre le feu, embraser des barrages, ralentir notre progression, à notre intervention tirée à l'encontre des forces de l'ordre pour prendre la fuite. Il s'agit là d'organisations criminelles particulièrement graves. Je le disais tout à l'heure, lorsqu'on fait usage d'une arme à feu, au bout, il peut y avoir la mort. Et donc, c'est vraiment un appel à la responsabilité, mais aussi le fait de souligner la gravité de ces faits, puisqu'on est sur des infractions criminelles qui sont réprimées par le code pénal, des peines les plus graves lorsqu'on fait usage d'armes à feu. Les dispositifs qui seront mis en place en termes de sécurisation pour les prochains jours, les prochaines nuits, sont des dispositifs qui vont être adaptés à l'état de la menace et en vue de faire des interpellations, d'interpeller les voyous qui commettent ces exactions. Voilà, reportage Maxime Morel, 14h04, cette fois-ci c'est fini. Bon week-end à tous et puis on se retrouve. Voilà, générique final.